Voilà. Bien. Voilà. Bonsoir. Voilà. Bonsoir à tous. Soyez tous la Bonsoir. bienvenue. On va demander à Stéphane de bien voir couper l'ensemble des micros. Michael, réactive le tien, s'il te plaît. Voilà. Donc, mon micro est réactivé, Stéphane, c'est bon? Je réactive celui. Voilà, monsieur Mélis. Voilà. Et hop, on y va. Très bien. Alors, serait-il possible d'afficher le grand rabbin Guggenheim et le professeur Mélina à mes côtés? Voilà, très bien. Merci Stéphane. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes victimes d'un certain succès dans le sens où le Zoom a atteint son paroxysme. C'est la raison pour laquelle je vous invite à nous rejoindre aussi sur Facebook Live, sur mon compte Facebook, donc Michael Journeau, M-I-K-E-L, et mon nom de famille Journeau, ou la synagogue de Chaslou-Loba. Chaslou-Loba. Donc, le facebook.com/chasselou. Voilà. Merci. Tu peux répéter les adresses? Sur facebook.com/chasselou. Voilà. Et tout le monde peut y avoir accès. Très bien. Alors. Tu peux démarrer, Michael. Alors, attends, je précise que c'est sur Facebook Live. Très bien, nous allons commencer. Donc, bonsoir à toutes et à tous, bonne année. En tant qu'aumônier, nous sommes aux premières loges de la pandémie depuis le premier jour. Depuis mars dernier, il y a bientôt 1 an, nous avons vu les malades et leurs familles. Nous avons rencontré le personnel soignant et le personnel médical. Nous avons discuté, échangé et écouté surtout. La raison pour laquelle j'ai souhaité organiser cette soirée est simple. Au sein de la communauté, comme au sein de la société française, nous nous posons tous de nombreuses questions au sujet du vaccin. Le vaccin est-il fiable? Doit-on redouter des effets secondaires? Va-t-on, par la force des choses, être vacciné? La mutation du virus a-t-elle des incidences sur le processus de vaccination? Pourquoi Israël vaccine si vite et la France si lentement? En tant que juifs, nous pouvons nous poser également des questions. Se faire vacciner sans avoir de recul sur les résultats, est-ce un acte de foi? Que disent nos textes de la tradition juive sur la santé, sur la médecine et sur la confiance qu'on doit leur offrir? Peut-on être juif et complotiste? On m'a même demandé récemment, entre Pfizer et Moderna, quel vaccin était Kasher Beddin? Je plaisante. Parmi vous, il y a certainement des personnes qui attendent impatiemment de se faire vacciner et d'autres qui, au contraire, le refuseront. Si plus de 50% de la société française ne souhaite pas se faire vacciner, il n'y a aucune raison pour que notre communauté échappe aux statistiques. L'objectif, mes chers amis, de ce soir n'est pas de vous convaincre dans un sens ou dans un autre, mais de donner la parole à des experts afin qu'ils puissent vous informer de façon impartiale sur l'état des connaissances actuelles, afin aussi qu'ils puissent répondre à toutes vos questions que je sais nombreuses. Malheureusement, les médias actuels offrent peu d'espace de discussion et d'échange qui auraient pu nous permettre de créer des bulles d'air, des bulles de lumière qui feront éclore la vérité.
afin d'y voir un peu plus clair et de lutter contre les fausses informations et l'obscurantisme. Mes deux invités de ce soir sont prestigieux. D'abord, le professeur Molina, expert scientifique, chef du service des maladies infectieuses des hôpitaux de Saint-Louis et la Riboisière, et professeur à l'Université de Paris, et qui a été l'un des premiers, en mars dernier, à prévenir la population de l'importance, de la gravité de l'épidémie et du masque, alors que le gouvernement conseillait de ne pas en porter. Puis j'ai demandé, et il a eu la gentillesse d'accepter au grand rabbin Michel Guggenheim, grand rabbin de Paris et président du Beit-Din de Paris, de venir nous apporter son savoir sur ce que disent nos textes sur la vaccination et l'épidémie. Contrairement à ce qu'on entend parfois, je crois sincèrement que science et religion sont complémentaires et se répondent en écho. Louis Pasteur disait « Un peu de science éloigne de Dieu, mais beaucoup de science ramène l'homme à Dieu ». Nous allons le vérifier ce soir, je l'espère. Petit point d'organisation, donc le professeur Molina va nous exposer la situation pendant environ 20 minutes, puis ce sera au tour du grand rabbin Michel Guggenheim. Pendant ce temps, vous avez la possibilité d'envoyer vos questions par mail et à la suite de leur intervention, je me ferai votre interprète en posant les questions que vous m'avez transmises. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Zoom, mais également sur Facebook Live. N'hésitez pas, je vous en prie, à partager l'information aux proches qui ne sont pas encore connectés. Professeur Molina, je vous cède la parole. Merci, monsieur le rabbin. Merci beaucoup à tous d'être là ce soir. Je voudrais vous remercier, monsieur le rabbin Journeau, de votre invitation et de tous les échanges que nous avons eus depuis le début de cette épidémie. Je voudrais aussi profiter de l'opportunité que vous me donnez ce soir de dédier cette conférence à la mémoire de mon père, le professeur Claude Molina, qui nous a quittés il y a un peu plus d'un an maintenant et dont nous allons célébrer l'année dans quelques jours. Je voudrais aussi dédier cette conférence à un de mes cousins qui est malheureusement décédé du Covid ce matin. Et voilà, je sais que peut-être un certain nombre de membres de sa famille sont là ce soir à nous écouter. Alors, j'ai prévu de vous faire ce soir une présentation en 5 points. Le premier point est de faire un rappel sur ce qu'est la vaccination, ce que cela représente. Un deuxième point sur la composition du vaccin contre le Covid que nous avons aujourd'hui en France, qui est le vaccin de Pfizer. Je voudrais ensuite vous parler des données de l'efficacité de ce vaccin, des données de tolérance, quels sont les effets secondaires à redouter, et puis ensuite aborder la stratégie vaccinale en France que nous avons actuellement, ou peut-être l'absence de stratégie. Enfin, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, je vais commencer par un rappel sur ce qu'est la vaccination. La vaccination, c'est une stratégie de prévention des infections qui sont liées à des microbes, que ce soit des bactéries ou des virus. Et comme vous le savez, dans l'enfance, on vaccine nos enfants contre un certain nombre de ces maladies pour leur permettre de vivre le plus longtemps possible, le plus sainement possible. Le principe de la vaccination, c'est de reproduire l'immunité naturelle qui est conférée à la suite d'une infection. Lorsqu'on guérit d'une infection, eh bien, on développe une immunité qui nous permet d'éviter de réattraper en principe cette même infection. C'est pour cette raison qu'on arrive facilement à mettre au point des vaccins contre les maladies qui guérissent spontanément, comme le Covid-19 qui guérit dans plus de 99% des cas. C'est aussi la raison pour laquelle une maladie dont on ne sait pas guérir, comme le sida, eh bien, on n'arrive toujours pas à mettre au point de vaccin. Donc, le principe de la vaccination, c'est reproduire cette immunité naturelle. Et comment fait-on? Eh bien, on va injecter à une personne saine, soit le microbe lui-même, soit une partie de ce microbe, de manière à stimuler les défenses immunitaires de l'individu. C'est ce qu'on appelle la production d'anticorps, par exemple, qui sont des substances fabriquées par l'organisme pour reconnaître le microbe comme étranger et pouvoir le neutraliser lorsque le vrai microbe va vouloir attaquer l'organisme. Et pour que cette immunité se développe, il faut en général 2 à 3 semaines, ce qui explique que l'efficacité du vaccin n'est pas immédiate, mais qu'elle ne s'observe qu'après 2 à 3 semaines.
Ce que l'on fait également pour améliorer ces défenses immunitaires, c'est faire un rappel de vaccination. Quand on fait un rappel, on va stimuler à nouveau nos défenses immunitaires, ce qui va permettre d'augmenter le niveau des anticorps et d'augmenter également la durée de la protection. Alors, d'où vient le mot vaccination? Eh bien, cela vient du père de la vaccination, Édouard Jenner, qui est un médecin anglais du XVIIIe siècle, qui avait remarqué qu'une maladie qui était à l'époque mortelle dans 30% des cas, la variole, et qui laissait les personnes atteintes qui étaient survivantes défigurées, on appelait cette maladie la petite vérole, eh bien, il s'était rendu compte qu'une maladie voisine chez la vache, la vaccine, lorsqu'elle était inoculée à l'homme, eh bien, permettait de se protéger. On avait donc un modèle dans lequel un virus de la vaccine provoquait une maladie bénigne chez la vache et un virus voisin, la variole, chez l'homme, allait provoquer une maladie parfois mortelle. Et donc, en inoculant à un enfant, et là on est en 1796, le virus de la vaccine que l'on voyait notamment chez les treilleuses de lait qui se contaminaient auprès des vaches, et bien, en inoculant le virus vivant de la vaccine de la vache à l'homme, on a pu ainsi le protéger d'une infection contre le virus de la variole. Et je vous rappelle que la variole est une des premières maladies qui a été éradiquée dans le monde grâce à la vaccination. Et l'OMS a annoncé l'éradication mondiale de la variole, mais seulement en 1980, soit près de 200 ans après que Édouard Jenner ait pu découvrir la vaccination. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, le principe de la vaccination s'applique non seulement aux vaccins contre la variole, mais contre toutes les autres maladies infectieuses. Et vous savez qu'en France, nous avons la chance d'avoir Louis Pasteur qui, sur les traces d'Édouard Jenner, a lui aussi développé un grand nombre de vaccins contre d'autres maladies infectieuses, le plus célèbre étant le vaccin contre la rage. Et cette fois-ci, un principe légèrement différent a été utilisé puisqu'on a atténué le virus humain de la rage de façon à ce qu'il perde son pouvoir pathogène, son pouvoir capable de développer, d'entraîner des maladies. Et ce virus atténué a été inoculé à un jeune homme qui venait d'être mordu par des chiens enragés. Et les défenses immunitaires qui ont pu être stimulées chez ce jeune homme l'ont empêché de mourir de la rage, puisque vous savez que la rage est une maladie qui est constamment mortelle lorsqu'on est contaminé. Et depuis ces années, eh bien, les progrès scientifiques ont fait qu'on n'inocule plus de virus d'une maladie animale, qu'on peut continuer aujourd'hui encore à utiliser des vaccins utilisant ce qu'on appelle des virus atténués, c'est-à-dire que c'est le virus vivant global dans son entièreté, mais qui est atténué dans son pouvoir à transmettre et à donner des maladies. Mais il y a bien d'autres compositions de virus que l'on utilise aujourd'hui. Et pour améliorer la sécurité des vaccins, pour empêcher qu'un virus atténué ne récupère un petit peu de virulence, eh bien, on utilise aussi des vaccins tués. Mais je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, quand on vaccine nos enfants contre la rougeole, les oreillons, la rubéole, on utilise des virus atténués, des vaccins vivants, comme on dit, et que ces vaccins contiennent des virus qui sont des virus à ARN, donc qui contiennent beaucoup d'ARN. Donc on utilise à ce moment-là l'ensemble de la particule virale. Et puis grâce au progrès scientifique, on connaît mieux les interactions entre le virus et la cellule, et du coup on se dit c'est pas la peine d'inoculer l'ensemble du virus, mais on peut inoculer seulement certaines sous-unités du virus. C'est comme ça que le vaccin d'hépatite B, par exemple, ne contient que la protéine, l'antigène qu'on appelle HBS, qui va suffire à entraîner une protection de l'organisme. Plus récemment, depuis les années 90, on développe d'autres modes de vaccins, et notamment des vaccins utilisant le code génétique des virus, vaccins ADN, et puis ces fameux vaccins à ARN. Ces vaccins à ARN qui ont de gros avantages, on va le revoir, et qui expliquent d'ailleurs la rapidité avec laquelle on a pu développer un vaccin contre une maladie qui est apparue il y a seulement un an. Alors, qu'est-ce que c'est que ces vaccins à ARN, qui sont d'ailleurs à la base du vaccin Covid-19 du laboratoire Pfizer, mais aussi du laboratoire Moderna? Eh bien, au lieu d'inoculer à une personne l'ensemble du virus, on va inoculer simplement une partie du code génétique du virus qui va coder pour une protéine du virus, qui est ce qu'on appelle la protéine d'enveloppe, la protéine spike, qui va servir au virus à rentrer dans la cellule humaine en se connectant à un récepteur. Eh bien, on a pu démontrer chez l'animal, chez le chimpanzé,
que si on est capable de stimuler les défenses immunitaires contre cette seule protéine du virus, eh bien, on va empêcher l'infection de l'animal et on va protéger les animaux. Et donc, plutôt que d'injecter la protéine elle-même, ce qui est compliqué à faire, c'est beaucoup plus simple d'inoculer simplement l'ARN messager. L'ARN messager, c'est une partie du code génétique du virus qui va être traduit en protéines. Et alors, comment fait-on pour cela? Eh bien, on enrobe cet ARN messager dans une nanoparticule de lipides qui vont pouvoir comme cela pénétrer dans les cellules humaines. On inocule cela au niveau du muscle deltoïde, au niveau du bras, et l'ARN va ainsi pénétrer dans nos cellules et va être immédiatement traduit par nos cellules en protéine spike, la protéine du virus. Il va être ensuite détruit, comme tous les ARN, il a une durée de vie très courte, mais cette production de protéines natives va stimuler nos défenses immunitaires de façon importante. Ce qui est important de rappeler également sur ce vaccin, c'est qu'il ne contient aucun adjuvant, pour ceux qui seraient, on va dire, inquiets des adjuvants qu'on met dans les vaccins. Et puis, cet ARN, il est détruit. Il ne pénètre jamais dans le noyau de la cellule. Donc, il ne peut pas altérer notre code génétique. Et d'ailleurs, ces vaccins ARN sont aujourd'hui beaucoup utilisés, non seulement contre les maladies infectieuses, mais on développe également beaucoup de recherches contre le cancer, car on sait que si on peut être capable d'identifier les antigènes cancéreux les plus pertinents, eh bien, il va être possible de stimuler nos défenses pour contrer et éliminer les cellules cancéreuses de cette façon. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de progrès en cancérologie sur l'immunothérapie. Alors, je vais passer à la troisième partie qui est celle de l'efficacité du vaccin. Comment peut-on savoir si un vaccin est efficace? D'abord, ce vaccin, il est testé chez des animaux, chez des petits animaux, des souris, puis des primates, des singes. Ensuite, on le teste chez quelques personnes, chez des hommes, des femmes, pour s'assurer de la sécurité, s'assurer de choisir la bonne dose. Et puis, on arrive enfin à l'essai qu'on appelle d'enregistrement, où cette fois-ci, on a une étude très large, internationale, et l'étude de Pfizer a été menée sur plus de 40 000 personnes dans le monde entier, des hommes, des femmes, plus de la moitié avaient plus de 55 ans. Et ces personnes, on leur a inoculé soit le vaccin, celui qui est disponible maintenant en France, soit un placebo, c'est-à-dire quelque chose qui ne contenait pas le vaccin, mais qui contenait seulement de l'eau salée, du sérum. Donc quelque chose de parfaitement inoffensif. Et ni les médecins qui réalisaient les injections ou les infirmières, ni les patients ne savaient s'ils recevaient l'un ou l'autre. Et c'est très important car lorsqu'on va vouloir analyser la tolérance du vaccin et les effets secondaires, il va être important d'avoir un groupe comparatif de façon à ne pas attribuer à tort au vaccin des effets secondaires que l'on pourrait voir aussi dans le groupe qui a reçu le placebo, le sérum salé. Alors, qu'ont donné ces résultats? Eh bien, ces résultats ont été assez spectaculaires puisque, mais c'était attendu des premières études chez le chimpanzé et chez l'homme, c'est que lorsque l'on regarde le nombre de cas de patients qui ont développé le Covid, eh bien, il y a eu au total 170 personnes qui ont été contaminées, 162 qui avaient reçu le placebo et seulement 8 qui avaient reçu le vaccin. À partir de là, on en conclut que 95% des personnes vaccinées ont été protégées. Il est toujours important de regarder quel est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance autour de ce 95% et l'efficacité variait donc entre 90 et 97%. Voilà où se situe la véritable efficacité de ce vaccin pour prévenir des formes symptomatiques du Covid. Ce qu'on a remarqué également, c'est que 10 personnes dans l'étude ont présenté des formes graves de Covid. Et je vous rappelle que lorsqu'on regarde les résultats, on ne sait pas qui a reçu le vaccin, qui a reçu le placebo. Et on s'est rendu compte que parmi ces 10 personnes qui avaient présenté une forme grave, 9 étaient dans le groupe placebo, une seule dans le groupe vaccin. Donc, ceci nous permet de dire que non seulement le vaccin permet de protéger contre les formes symptomatiques du Covid, mais également, probablement, même si les effectifs là sont petits, contre les formes graves. Et ceci a été confirmé par l'étude Moderna qui a retrouvé des résultats parfaitement similaires. Alors, ce qui est important, c'est que ces études ont également permis de montrer que le vaccin induisait des réponses immunitaires satisfaisantes avec un taux d'anticorps neutralisant contre le virus très élevé, du même ordre que ceux que l'on voit après une infection naturelle par le Covid. Donc, on a comparé les taux d'anticorps à ceux de personnes convalescentes du Covid. Et on s'est rendu compte que les personnes avaient un taux d'anticorps voisin, ce qui était donc tout à fait important.
Il y a également quelques inconnus encore aujourd'hui avec ce vaccin, inconnus sur la durée de la protection, même si on sait que la protection arrive dès le 10e jour suivant la première dose. Elle est majeure après la seconde dose, parce qu'on a cet effet de renforcement d'immunité après l'injection de rappel. On ne connaît pas, bien entendu, la protection sur le long terme. Est-ce que ça va protéger 1 an, 5 ans, 10 ans, 6 mois? Tout ceci, on le saura avec le suivi de ces études vaccinales sur l'efficacité. Ce que l'on sait en revanche, c'est que l'efficacité était la même qu'on soit âgé de plus ou moins de 65 ans, qu'on soit en surpoids, qu'on soit diabétique, insuffisant cardiaque, respiratoire, hypertendu. Donc, dans tous les groupes à risque, on avait une efficacité qui était la même que chez les sujets, on va dire, plus jeunes en bonne santé. Donc ça, c'est extrêmement important car ce sont ces personnes-là qu'on veut protéger en priorité. On a également pu mettre en évidence que le vaccin induisait des réponses cellulaires contre le virus, car les défenses ne sont pas seulement la production d'anticorps, il y a également des cellules qu'on appelle des cellules T, qui sont capables de reconnaître et d'éliminer les virus. Et donc ça, c'est très important car ce vaccin stimule l'ensemble de nos défenses immunitaires. Ce qu'on ne sait pas encore aujourd'hui avec certitude, même si les études préliminaires semblent être encourageantes, c'est si ce vaccin prévient la transmission d'individu à l'autre, car les résultats ne sont pas encore disponibles pour savoir si on a pu prévenir avec le vaccin les formes asymptomatiques de Covid. Ça, on ne le sait pas encore. Il est probable que ce soit le cas, en tout cas. Alors, quelles sont maintenant les données de tolérance? Évidemment, c'est très important la tolérance. Et je vous l'ai dit, ces données-là sont d'autant plus facilement interprétables que nous étions dans une étude contre placebo. Ce qui fait que lorsque les gens, après la vaccination, recevaient un petit carnet où ils devaient noter tous les effets secondaires qu'ils avaient observés dans les jours suivant la vaccination, ils ne savaient pas s'ils avaient reçu un vaccin ou un placebo. C'est très important pour être capable d'attribuer ensuite au vaccin les effets indésirables. Il y a eu 2 types de réactions. Des réactions locales au site de l'injection. Ces réactions surviennent dans les heures qui suivent l'injection, durent 1 jour ou 2. Et là, on avait 80% des personnes qui avaient reçu le vaccin qui se sont plaintes de douleurs, contre 12% dans le groupe qui ont reçu le placebo. Donc, si on veut faire la différence, vous voyez qu'il y a quand même un beaucoup plus grand nombre de personnes ayant reçu le vaccin qui ont eu mal. Cette douleur a cependant nécessité la prise de paracétamol que chez 40% des personnes. Si on s'intéresse maintenant à ce qui inquiète plus les gens, qui sont les effets secondaires généraux, la fièvre, la fatigue. Alors la fièvre, heureusement, était peu fréquente. 4 à 10% des personnes seulement ont présenté de la fièvre. La fatigue, par contre, a été signalée par près de la moitié des personnes qui ont reçu le vaccin, mais aussi par 1/3 des personnes qui ont reçu le placebo. Donc, voilà, on peut relativiser, vous voyez, le fait qu'on a reçu une injection de sérum et on se sent fatigué, alors qu'il n'y a aucune raison, bien entendu. Et ça, c'est bien ce qu'on appelle l'effet placebo aussi, hein, on le connaît. C'est la même chose pour les maux de tête. 40% des gens qui ont reçu le vaccin sont pleins de maux de tête, mais aussi 34% des gens qui ont reçu le placebo. Voilà. Par contre, plus de personnes ont eu après le vaccin des frissons, 10 à 15% des gens, ou des douleurs musculaires, ou des douleurs articulaires, mais ça n'a jamais dépassé 20 à 30% des gens. Il y a eu également un petit peu de diarrhée. Quand on s'intéresse aux formes graves maintenant, aux décès, est-ce qu'il y a eu des décès dans cet essai de vaccination? Oui, il y en a eu. Il y a eu 6 personnes qui sont décédées pendant la durée de l'étude. Mais 4 sont décédées dans le groupe placebo et 2 dans le groupe vaccin. Donc, vous voyez, on aurait pu dire sinon, si on n'avait pas fait de groupe placebo, 2 personnes sur 20 000 ayant reçu le vaccin sont mortes à cause du vaccin. Mais en fait, si vous regardez dans le groupe placebo, 4 sont morts. Donc là, on pourrait dire que le vaccin a protégé, si vous voulez, du décès. Bon, bien entendu, ce n'est pas le cas, mais ceci vous montre la prudence avec laquelle il faut interpréter ces données et l'importance d'avoir un groupe placebo qui nous permet d'être capable d'attribuer réellement ou pas au vaccin des effets indésirables. Et quand on va vacciner des millions de gens en France, il va forcément y avoir des gens qui vont décéder, malheureusement, dans les semaines qui vont suivre l'injection, mais qui seraient décédés de toute façon. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, quelles sont les vraies contre-indications au vaccin aujourd'hui? Comme tous les vaccins, ce sont les allergies graves. Les gens qui ont présenté des œdèmes de Quigg, le gonflement du visage, le gonflement de la gorge, que ce soit à la suite d'une vaccination, de la prise de médicaments, par exemple. Les gens qui ont fait un Covid récent aussi, puisque je vous rappelle que le vaccin, c'est reproduire l'immunité naturelle. Si vous avez déjà cette immunité naturelle, vous n'avez pas besoin d'avoir, en principe, un vaccin en plus.
Aujourd'hui, on ne recommande pas le vaccin chez les personnes qui ont fait un Covid dans les 3 derniers mois. Chez les personnes qui ont fait un Covid plus ancien, comme on ne connaît pas encore avec certitude la durée de la protection, pour l'instant, on considère en tout cas que ces personnes ne sont pas prioritaires. On ne va pas non plus vacciner les gens qui sont fébriles, qui sont malades, parce qu'à ce moment-là, l'efficacité du vaccin serait probablement diminuée, car l'organisme est occupé à se battre contre une autre infection. Il faut bien sûr vacciner les personnes lorsqu'elles sont en bonne santé. Je vais terminer par la stratégie vaccinale. Quelle est la stratégie vaccinale et comment fait-on pour, j'allais dire, faire en sorte que la vaccination, la campagne de vaccination soit un succès? Mettre au point le vaccin, ce qui a déjà été une prouesse technologique incroyable, et qui a bénéficié, vous voyez, d'efforts de recherche depuis 2-3 siècles, eh bien, mettre le vaccin sur le marché, c'est 50% finalement du travail. Ce qui est très important maintenant, c'est d'assurer une couverture vaccinale suffisante pour atteindre ce qu'on appelle une immunité de groupe. Car le vaccin, il a 2 objectifs. Assurer la protection individuelle des personnes, mais aussi assurer la protection de la collectivité, car si suffisamment de personnes sont vaccinées, le virus ne pourra plus circuler et on va ainsi protéger le reste de la population. On admet que, en général, quelle que soit l'infection, si 60% des personnes sont protégées, eh bien, le virus n'arrive plus à circuler. Alors, il y a 6 critères à respecter pour une stratégie vaccinale réussie. Le premier, il faut que les gens ressentent le besoin de la vaccination, donc que le virus soit toujours en circulation, non contrôlé. C'est malheureusement le cas aujourd'hui en France, comme vous le savez. Le risque persiste. Il faut que ce vaccin soit recommandé par les autorités de santé, c'est le cas, à partir des données d'efficacité et de tolérance dont je viens de vous parler brièvement. Il faut qu'il y ait des stocks suffisants. On espère qu'on aura suffisamment de stocks. Il faut bien sûr une transparence totale sur les données d'efficacité et de tolérance, pour donner confiance aux gens dans la vaccination, leur expliquer que la vaccination, c'est ce qui a permis de sauver des vies, c'est ce qui permet de sauver des vies tous les jours. Et que c'est en vaccinant contre le Covid qu'on va encore protéger les vies. Il faut bien sûr lever toutes les barrières logistiques, que ce soit les barrières du coût, des barrières d'accès au vaccin. Il faut assurer les gens qu'il va y avoir ce qu'on appelle un plan de gestion des risques, de façon à ce que tout le monde puisse rapporter les effets secondaires ressentis. Et l'Agence de sécurité sanitaire du médicament a mis en place un site qui permet aux gens de rapporter tous les effets secondaires inattendus. Et puis prévoir également une indemnisation qui souffrirait d'effets indésirables. Et puis ensuite, il faut définir la stratégie vaccinale, c'est-à-dire quelle est la façon dont on va vacciner. Et ce que tous les pays font, et c'est logique, c'est de vacciner d'abord les plus fragiles, ceux qui sont à risque de mortalité du virus. Les personnes très âgées, de plus de 75 ans, celles qui sont d'abord les EHPAD, avec les professionnels également les plus à risque, et puis ensuite, ceux qui ont plus de 75 ans, qui ont des comorbidités, qui sont en surpoids, qui ont des insuffisances respiratoires, cardiaques, rénales, qui ont eu des cancers récents, qui ont des greffes d'organes, de moelle, par exemple. Et bien, ce sont ces personnes qui sont vaccinées en priorité, car ce sont ces personnes qui sont en danger de mort aujourd'hui avec ce virus. Vacciner les plus jeunes, c'est moins urgent et on pourra s'y atteler dès que nous aurons pu vacciner les personnes prioritaires que je viens de citer. Voilà, je vous propose de m'arrêter là dans ma présentation qui est un peu rapide probablement, qui est succincte mais qui permet de poser les bases et peut-être de susciter des questions. Merci pour votre attention. Merci, merci professeur Molina pour votre éclairage qui est de la plus grande importance, surtout dans la période dans laquelle nous traversons. La question que j'aimerais vous poser, c'est la politique vaccinale en France aujourd'hui. J'aimerais avoir votre avis. Je sais que c'est peut-être compliqué pour vous de nous donner votre avis, mais voilà, la comparaison en tant que Français et Juif, c'est ce qui se passe par rapport à ce qui se passe en Israël, où même les médias nationaux eh bien, vantent et tarissent d'éloges le gouvernement israélien, le ministère de la Santé, quant à sa politique de vaccination. Pourquoi en France, c'est si lent? D'abord, on est heureux qu'en Israël, pour une fois, on puisse remarquer l'action du pays dans le bon sens et que la capacité d'Israël à vacciner sa population puisse être mise en avant au niveau international. Bonne chose. En France, je crois qu'on a pris trop en compte
la réticence de certains à se faire vacciner. Et on a voulu être trop prudent. Je pense qu'on se rend compte maintenant que c'était une erreur, qu'il faut au contraire ne pas attendre pour vacciner. J'ai reçu moi-même, comme chef de service à Saint-Louis, l'information jeudi 31 décembre à 16 h que nous pouvions enfin vacciner le personnel soignant de plus de 50 ans dès que possible. Et on a été opérationnel dès le début de la semaine. Et je peux vous dire que depuis le début de la semaine, nous n'arrêtons pas pour pouvoir vacciner en urgence les personnels soignants de l'hôpital, de la ville, et en espérant pouvoir vacciner rapidement également, bientôt, ce n'est pas encore possible aujourd'hui, les personnes malades ou les personnes comme je l'ai dit, qui sont fragiles et qui ont besoin d'être vaccinées rapidement. Donc, nous, aujourd'hui, ne ménageons pas nos efforts pour nous mettre en mesure de vacciner le plus rapidement possible le plus grand nombre de personnes. Merci, professeur Woulina. Juste pour information, les aumôniers hospitaliers ont pu se faire vacciner dans les différents hôpitaux en même temps que le personnel soignant. C'est une façon aussi de reconnaître le travail exceptionnel des aumôniers israéliens au milieu hospitalier. Juste, merci, professeur. Donc, dans un second temps, j'essaierai de synthétiser les différentes questions. On a reçu énormément et je vais essayer de les synthétiser et de vous les présenter. Juste avant de donner la parole au grand rabbin Guggenheim qui nous fait l'honneur de sa présence, j'aimerais simplement donner un petit historique d'un point de vue biblique sur le mot vaccination en hébreu. Alors, il faut le savoir qu'en 1896, dans un article médical qui a été publié dans le journal qui s'appelle Amilitz, le docteur Yitzhak Ben Yosef Tovim a choisi le mot chosen pour exprimer la notion d'immunité. Et de là, tout naturellement, le verbe chisen au sens d'immuniser et chisoun pour immunisation, lequel est utilisé aujourd'hui dans le sens de vaccin. Alors la racine, en fait, c'est intéressant, puisque la racine hébraïque, c'est chet samer nun. Dans la Bible, eh bien, ça exprime la force, la puissance. Et on le trouve dans le livre de Amos, au chapitre 2, verset 9, Vechasson ou ka'alonim, vigoureux comme un chêne, ou à la notion de préservation, Venatati et kol chosen haïr. On trouve ce verset dans le livre de Jérémie, au chapitre 20, verset 5. Et donc, le docteur Tovim justifie le choix de ces néologismes en expliquant que l'immunité est ce qui permet à l'individu de résister à la maladie. C'est ce que nous souhaitons tous, de la vigueur, de la force pour combattre définitivement ce virus. Monsieur le Grand Rabbin de Paris, à vous la parole. Merci. Cher Rabbin Michael Journeau, cher professeur Molina et chers amis, vous tous qui êtes là à nous écouter, permettez-moi tout d'abord de remercier le Rabbin Journeau de cette organisation de cette soirée qui est, je pense, d'un intérêt majeur, comme ça a été dit déjà, pour l'ensemble de notre communauté, parce qu'effectivement, ça répond à un très grand besoin. Et comme vous l'avez dit précédemment, il y a beaucoup de personnes qui sont hésitants, faut-il, ne faut-il pas? Et je pense qu'à l'issue de cette soirée, vous aurez rassuré beaucoup de personnes, et en tout cas, tout le monde sera éclairé, comme on dit. Et je voudrais profiter également de cette soirée pour rendre hommage au Rabbin Journeau. Tout d'abord, en tant qu'aumônier national des hôpitaux, il fait depuis de nombreuses années un travail remarquable. Il a donné à l'aumônerie des hôpitaux un lustre qu'il n'avait pas. Je ne sais pas si les gens savent qu'à chaque fête de Hanouka, dans chaque hôpital est organisée une cérémonie pour les malades ou pour les enfants malades. À Pourim, la même chose. Avant Pessah, on mobilise des jeunes pour distribuer des matzot, etc., etc. Et puis, d'une manière générale, la prise en charge, hôpital par hôpital, par des aumôniers locaux, de tous les malades, de tous les patients, et un soutien très important qui est donné, pas seulement au plan religieux, mais au plan moral, au plan matériel, aux malades, aux patients et à leurs familles. Mais je dois dire qu'à la faveur, si on peut parler comme ça, de cette épidémie, le Rabbin Journeau a vraiment donné toute la mesure de sa personnalité et en prenant des initiatives. Celle-ci est la dernière en date, mais il y en a eu énormément. Et vraiment, c'est un honneur pour la communauté d'avoir un rabbin comme cela. C'est un honneur pour le rabbinat
d'avoir un rabbin de cette trempe qui allie à la fois les qualités de réflexion, de pensée et en même temps d'action, et qui sait à ce point agir et trouver des nouvelles idées pour faire toujours mieux. Alors, on dit souvent que les crises sont l'occasion de révéler des nouvelles personnalités. Concernant le rabbin Journeau, je ne dirais pas que pour moi c'est une révélation, parce que je le connais depuis longtemps, mais pour ceux qui ne le connaissaient pas, je crois vraiment qu'il s'est révélé. Mais croyez-moi, il n'a pas encore donné toute sa mesure, il a encore beaucoup de force derrière. Et je lui souhaite de tout cœur qu'Akadosh Baruch Hu continue à le soutenir et à lui permettre de briller au sein de notre rabbinat. Merci, monsieur le rabbin. Merci. Maintenant, je voulais aussi remercier le professeur Molina parce que vraiment son exposé a été extraordinaire de clarté et dans un temps très court, on a reçu énormément d'informations et en ce qui me concerne, je n'ai peut-être pas encore tout synthétisé, mais l'idée générale que je reçois déjà qui est très importante, c'est qu'on se rend compte, une des craintes que les gens avaient, que les gens ont, c'est qu'à cause du prix par le temps, on aurait bâclé la préparation du vaccin. Et on voit bien que rien n'a été bâclé, les choses ont été faites comme elles se font toujours, et que donc sur le plan scientifique, la balance entre le bénéfice et le risque, elle est clairement en faveur des bénéfices. Donc maintenant, la question se pose, sur le plan de la halakha, c'est-à-dire de la loi juive, quelle approche devons-nous avoir par rapport à cette question de savoir est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a le devoir de se faire vacciner, qu'en est-il compte tenu des éléments médicaux qui viennent d'être dits. Vous savez que la halakha se définit toujours en fonction de la réalité. Donc il était très important d'entendre d'abord la réalité des choses. Une fois qu'on a la réalité des choses, alors on peut commencer à se positionner au niveau de la halakha. Mais avant d'aborder la question précise du vaccin, et comme l'a dit tout à l'heure le rabbin Journeau en introduction, je pense qu'il est nécessaire de rappeler quelques fondamentaux concernant à la fois le point de vue du judaïsme sur la santé et sur la médecine d'une manière générale. Alors, il y a d'abord quelque chose qu'il faut rappeler chaque fois qu'il y a un sujet de bioéthique sur lequel on interroge le judaïsme. Il y a presque une constante qui revient toujours et qui est à la gloire du judaïsme, c'est que la vie a priorité sur tout. La Torah dit dans le Lévitique, vous observerez les commandements et les lois que l'homme doit faire et qu'il vivra par elles. Et le Talmud explique, il vivra par elles et non pas il mourra par elles. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un conflit entre le respect d'une mitzvah et la mise en danger de la vie d'autrui, eh bien, la mitzvah cède le pas. Tout le monde sait que s'il y a, par exemple, une femme qui doit accoucher un jour de Shabbat, eh bien, c'est non pas une autorisation, mais c'est une obligation, c'est une mitzvah de profaner le Shabbat pour permettre à la personne qui est enceinte d'arriver à temps à l'hôpital pour accoucher. Et donc, la vie est un élément primordial qui a priorité sur la quasi-totalité des mitzvot. Vous savez qu'il y a quelques exceptions, les 3 péchés capitaux qui font exception à la règle. Donc ça, c'est déjà, je pense que c'est une introduction qui nous situe déjà, donc l'enjeu de la préservation de la vie est, aux yeux du judaïsme, un enjeu majeur. De la même façon et parallèlement, ça ne nous étonnera pas, que corrélativement à cela, en corollaire, c'est une mitzvah pour chacun de nous de veiller à notre santé. Il y a 2 versets, cette fois-ci, c'est dans le Deutéronome. Il y a un verset qui dit Ach, Ishamer lecha, fais bien attention, Ushmor nafshecha me'od, garde ta vie beaucoup, sois très, très observant et surveillant de ta vie. Et après, Venishmartem od nafshotechem, pratiquement la même chose, et vous garderez vous préserverez, vous protégerez, voilà, c'est le terme, vous protégerez votre vie le plus possible. Donc, c'est une mitzvah de tout faire pour sauver sa santé et ne pas nous mettre notre santé en péril, mais au contraire, de tout faire pour la protéger. Voilà déjà donc deux premiers points. Troisième point, je voudrais rappeler que
dans la prière quotidienne, les 3 prières quotidiennes que nous récitons, on appelle la Hamida, qui est faite de 19 bénédictions. La 8e bénédiction, et ce n'est pas un hasard, est consacrée à la guérison. Pourquoi la 8e? Parce qu'on fait référence à la circoncision qui a lieu le 8e jour, et lorsqu'on circoncie un bébé, il faut prier pour sa guérison. Eh bien, nous prions tous les jours et nous demandons à Dieu guéris-nous de tous nos maux, car toi, Dieu, tu es un médecin loyal, fiable et miséricordieux. Donc, on est en train de dire ici qu'en fait, quand on est malade, et même quand on n'est pas malade et qu'on souhaite ne pas devenir malade, il faut s'adresser au meilleur des médecins. Le meilleur des médecins, le médecin avec un grand M, c'est Akadosh Baruch Hu. Et donc, les médecins avec un petit m agissent par délégation, selon notre vision des choses, mais c'est toujours Dieu qui est derrière. Au point qu'on aurait pu dire, on n'a même pas besoin de médecine, puisqu'on n'a qu'à faire appel à Dieu, et puis c'est tout. Mais nous avons un principe chez nous qui est « En somrin alanes ». On n'a pas le droit de compter sur le miracle. Donc c'est pour ça que Dieu dit, c'est vrai que c'est moi qui guéris en dernier, mais je veux que vous utilisiez les moyens naturels que j'ai mis à la disposition de l'humanité et dont les médecins sont dépositaires. Et j'en arrive maintenant à un autre enseignement du Talmud qui revient 2 fois, une fois dans Brachot et une fois dans Bava Kama, à propos du verset qui dit que si quelqu'un a blessé autrui, il doit l'indemniser pour un certain nombre de choses, et notamment rembourser les frais médicaux. Verapo yerapé. Et là, le Talmud dit, la Torah dit qu'on rembourse les frais médicaux, on apprend de là que le médecin a le droit de guérir. En d'autres termes, on n'y aurait pas ce verset, les médecins n'auraient pas le droit de soigner d'après le judaïsme. Pour quelle raison? Les maîtres du Moyen-Âge, notamment Nachmanide, qui a écrit un livre sur la santé et sur la vie, sur la mort, le Nachmanide explique qu'il y avait 2 raisons pour lesquelles on aurait pu penser qu'un médecin n'a pas le droit de soigner. La première raison, elle est d'ordre métaphysique. Si quelqu'un est malade, c'est bien parce que Dieu l'a voulu. Si Dieu ne voulait pas qu'il tombe malade, il ne serait pas tombé malade. Et le médecin qui va maintenant vouloir le soigner, n'est-il pas en train de contrecarrer les plans de la providence? Voilà ce que l'on aurait pu penser. Et le verset nous dit non, pas du tout. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vrai que si quelqu'un est malade, c'est bien parce que Dieu l'a voulu, mais Dieu autorise néanmoins le médecin à faire le nécessaire pour qu'il guérisse. La deuxième raison pour laquelle on aurait pu penser qu'on n'a pas le droit, tenez-vous bien, c'est à cause de l'erreur médicale. Le médecin lui-même aurait dit, mais j'ai peur, et si je me trompe, personne n'est à l'abri de l'erreur. Et l'erreur médicale peut être parfois tragique, elle peut mettre en cause la vie humaine. Et donc, a-t-on le droit de prendre un risque pareil? Alors la réponse est oui, on a le droit de prendre un risque pareil. Et Nachmanide ajoute, et à partir du moment où c'est une autorisation, ça devient une obligation. Parce qu'on a l'obligation de venir en aide à son prochain. On a une obligation de lui sauver la vie. Ce sont chaque fois des mitzvot séparés, sans compter l'obligation générale de tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, si ça avait été interdit, ça aurait été interdit. À partir du moment où c'est permis, ça devient une mitzvah. Donc, tous les médecins qui soignent, non seulement ils ont le droit de le faire d'après le judaïsme, mais chaque fois qu'ils soignent quelqu'un, ils accomplissent une très, très grande mitzvah. Nachmanide ajoute, mais dans le cas où ça aurait été interdit, ça aurait aussi été, la question se serait posée pour le patient lui-même. Le patient, par rapport à l'erreur médicale, pourrait se poser la question en disant, mais est-ce que j'ai le droit, moi, de faire ce que le médecin me dit? Mais si le médecin me donne un remède et que ce remède se révèle nocif, toxique, voire létal, c'est un poison qu'il me donne, mais je n'ai pas le droit de le prendre. Donc la même question que pouvait se poser le médecin, le patient peut se la poser aussi. Et là, on retrouve un peu, si vous voulez, les problématiques par rapport au vaccin. C'est-à-dire que tous les gens se disent, mais moi, je n'ai pas envie de me faire vacciner. Si peut-être que ce qu'on est en train de m'injecter, c'est quelque chose qui est nocif pour moi.
Alors, vous avez, donc c'est une question générale qui peut se poser pour n'importe quel acte thérapeutique, mais qui peut se poser aussi pour le vaccin. Et là, vous avez la réponse que, à partir du moment où le médecin est un médecin fiable, où c'est pas charlatan, c'est quelqu'un qui a fait ses études, c'est quelqu'un qui suit les bonnes pratiques. Il y a en plus ici, on peut rajouter une unanimité pratiquement dans le monde médical. En tout cas, les médecins que nous avons en face de nous sont des personnes de très haut niveau, reconnues internationalement. Et donc, de ce fait, il n'y a pas de raison de penser qu'ils sont moins fiables qu'un autre. Et dans ce cas-là, la Torah nous dit, on a le droit, et c'est une mitzvah, d'écouter ce qu'ils nous disent de faire. Donc, on a déjà, me semble-t-il, une direction très claire de ce que dira la halakha dans le cas présent. À partir du moment où nous avons entendu l'exposé du professeur Molina, et peut-être en rajoutant que peut-être il ne l'a pas dit aussi, mais enfin il a sous-entendu qu'il y a un peu une question de cas par cas, puisqu'il y a des personnes à qui ça peut être, il l'a dit déjà, il y a des personnes à qui c'est contre-indiqué, évidemment. Donc on parle uniquement des personnes pour lesquelles les médecins diront que ce n'est pas contre-indiqué, mais au contraire que c'est une indication majeure. À ce moment-là, d'après la Torah, on a le droit, voire l'obligation de se faire vacciner. Je rajouterai quand même quelque chose, et ce sera presque ma conclusion. Il y a quand même toujours un aléa. Dans toute thérapie, dans toute maladie, dans toute intervention chirurgicale, il y a toujours des aléas. Des fois, il y a ce qu'on appelle des complications. Des fois, comment on gère ces aléas? Eh bien, je reviens à ce que j'ai dit au début. Il ne faut jamais oublier que c'est Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Pour échapper aux aléas qui seraient des mauvais aléas, il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est derrière. Donc, le médecin agit par délégation. À partir du moment où on fait notre devoir, il faut par conséquent continuer à servir Hachem, à lui être fidèle et à lui demander d'intervenir, alors à ce moment-là, on peut espérer, et c'est ça qu'il faut demander à Dieu, c'est qu'il n'y ait pas de complications, qu'il n'y ait pas d'aléas. S'il y a 1% de personnes qui vont faire des effets secondaires graves, fais mon Dieu que je ne fasse pas partie de ce 1%. Ça reste quelque chose qui n'est pas dans le domaine de la médecine, mais qui est dans le domaine de la religion. Et pour illustrer cela, et ça sera ma conclusion, et je pense que c'est quelque chose qu'on n'a pas dit encore, et qui me paraît très important, ce sera peut-être mon apport de ce soir, il y a dans le Talmud, dans le traité des bénédictions, page 60a, il est dit « celui qui va pratiquer une saignée ». Vous savez qu'à l'époque, on faisait ce qu'on appelait des saignées. Aujourd'hui, c'est des prises de sang. Mais la saignée avait une valeur thérapeutique. Mais c'était un acte qui pouvait être dangereux. Parce qu'on ne connaissait pas les problèmes, on ne savait pas les problèmes de stérilisation et d'infection. Et on risquait même aussi, quand on faisait une saignée, on pouvait peut-être sectionner une artère ou des choses comme cela qui pouvaient être fatales. Donc, c'était quand même un acte dangereux, un peu comme une opération aujourd'hui, une intervention chirurgicale. Alors, que dit le Talmud? C'est dit dans le Talmud et c'est rapporté dans notre code de loi, dans le Shulchan Aruch. Donc, c'est vraiment quelque chose de... C'est pas théorique, c'est pratique. Dans le Shulchan Aruch, dans Orach Chaim, au chapitre 630, paragraphe 4. Celui qui va chez le médecin pour faire une saignée doit réciter une prière. Il doit dire « Yehi Ratzon Hashem Elokai » que ce soit un effet de ta volonté, ô mon Dieu, chez Yehe et Sekze li le refoua, que cet acte-là qu'on va me faire serve à me guérir. Ki rofe chinamata, car toi tu es un médecin bénévole. Alors là, il y a une petite subtilité, il y a un petit clin d'œil. On dit à Dieu, tu es le seul médecin que je connaisse qui est bénévole. Et les commentateurs disent, la différence entre Dieu et le Dieu médecin et les autres médecins, c'est que les médecins ont deux visées. Ils ont la santé de leurs patients, mais ils ont une deuxième visée, qui est peut-être secondaire, voire primaire, je ne sais pas, ça dépend des médecins, qui est leur gagne-pain. Dieu, il n'a pas besoin. Pour Dieu, il n'y a que la santé du patient qui compte. C'est pour ça qu'on dit, toi, Dieu, qui est un médecin bénévole,
fait en sorte que cet acte que l'on va me faire m'apporte la santé. Donc, ceci est rapporté dans la halakha. Les décisionnaires disent que ce n'est pas une obligation majeure, mais que c'est un conseil que l'on donne, et notamment, et pas seulement quand on fait une saignée, mais que c'est valable, même, ça serait valable même pour une prise de médicaments. Et j'ai vu des commentateurs, des décisionnaires très modernes, par exemple, Rav Chaim Kanievski dit notamment que c'est bien de le faire avant une opération, une intervention chirurgicale, ça paraît logique, des choses qui sont un peu dangereuses, de faire cette prière. Et le Mishnah Berurah, qui est le commentaire bien connu du Shulchan Aruch, explique que le but de cette prière, c'est d'une part effectivement de demander à Dieu d'aider, mais c'est aussi de penser à Dieu, c'est-à-dire de nous rappeler les fondamentaux, de nous rappeler qu'il faut compter avec Dieu, que c'est Dieu qui en définitive va faire en sorte que le praticien va bien agir ou bien va commettre un acte qui ne serait pas tout à fait correct. C'est Dieu qui est derrière. Donc c'est très important, mettre sa confiance en Dieu, c'est aussi d'une certaine manière s'assurer de la réussite de cette opération. Et bien Rav Chaim Kanievski disait, c'est valable notamment pour quelqu'un qui va subir une intervention chirurgicale et aussi, il rajoute, une personne qui va se faire vacciner. Alors, je pense qu'aujourd'hui, parce que quand on se fait vacciner pour l'hépatite ou quelque chose, ou pour la diphtérie tétanos, on n'est peut-être pas obligé, c'est peut-être pas conseillé, mais je crois que en l'état actuel des choses, c'est un très bon conseil qu'on peut donner à tous nos coreligionnaires, c'est qu'ils aillent se faire vacciner, mais lorsqu'ils vont se faire vacciner, ils pensent à dire cette phrase Yuhi ratzon milfanecha Hashem Elokai, sheyeh eseg ze li l'rofua, ki rofer chinam ata. Donc, fasse mon Dieu que cet acte-là serve à me guérir. Enfin, là, je ne suis pas malade, disons, à prévenir la maladie de façon efficace, car toi, tu es un médecin bénévole. Amen. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le grand rabbin, pour votre exposé si profond et si clair et qui nous aide. Donc, on peut retenir effectivement que chacun doit se tourner vers son médecin, vers son généraliste pour le conseiller, pour voir s'il il a les aptitudes à recevoir ce fameux vaccin, et que bien évidemment, Yani Hashem Rofecha, c'est-à-dire que c'est la rencontre entre le médecin et le divin, entre l'humain et le divin, pour qui apporte justement la guérison. Alors on me pose la question sur le rabbin, une question dont on a énormément de questions. Hein. Donc, vous avez vous-même et le professeur Molina répondu dans votre exposé à la majorité des questions, mais on me parle d'un problème de cache-route. Est-ce qu'il y aurait-il un problème de cache-route par injection, par exemple? J'espère qu'il n'y a que des questions comme celle-là parce qu'elles sont très faciles à résoudre. D'ailleurs, j'avais déjà vu que Rabbin avait déjà répondu à cela. Il n'y a absolument aucun problème de cache-route. Et j'explique pourquoi. Parce que la cache-route est uniquement d'ordre alimentaire. Donc, lorsqu'on ingère par la bouche un médicament, se pose la question de savoir si, effectivement, il n'y a pas dedans un produit qui serait interdit à la consommation. À partir du moment où c'est par injection, ça peut être même du porc, ça peut être n'importe quoi, ça ne pose aucun problème. Il faudrait que ce soit un produit qui soit interdit au profit. Mais il n'y a pas de produit qui soit interdit au profit fondamentalement dans tout ce qu'on connaît. Et donc, je ne pense pas qu'il puisse y avoir, d'après ce qu'on a entendu. Par exemple, je donne un exemple. Qu'est-ce qui pourrait être interdit au profit? Imaginons qu'il y ait de la viande cuite avec du lait dans le composant du vaccin. Là, il y aurait peut-être une question à l'interdiction de profit. Interdiction de profiter. Mais comme le professeur Molina nous a dit qu'il n'y a absolument aucun additif et que c'est le produit à l'état pur, donc là, je crois qu'il n'y a vraiment aucun problème. Mais je vous remercie. Et le risque, le manque de recul d'un point de vue halakhique et médical et scientifique, la question récurrente, c'est le manque de recul. Le manque de recul par rapport à cette trouvaille scientifique, expérimentale, ce vaccin, ça participe justement à cette peur, cette crainte de se faire vacciner. Qu'en pensez-vous tous les deux? On va laisser d'abord le professeur. Oui, professeur. Oui, bien sûr, c'est une crainte qu'on a toujours quand on se fait vacciner, d'ailleurs, quel que soit le vaccin.
Je crois que ce qu'on peut dire, c'est que je vous l'ai montré dans des études de grande taille sur plusieurs milliers de personnes. Et maintenant, nous avons plusieurs millions de personnes qui ont reçu ce vaccin, puisque si on compte les personnes vaccinées en Israël, aux États-Unis et dans d'autres pays, plusieurs millions de personnes ont déjà reçu ce vaccin. À l'heure où nous parlons, nous n'avons pas d'informations qui nous laissent penser qu'il y ait des effets secondaires inattendus qui n'aient pas déjà été identifiés. Et on sait que ces effets secondaires, lorsqu'ils se produisent, je vous ai dit qu'ils sont assez rares et voire exceptionnels, se produisent dans les jours ou les semaines qui suivent l'injection. On n'a pas d'effets secondaires des années après. Les effets secondaires peuvent être produits par la réaction immunitaire qui se déclenche après l'injection du vaccin. C'est pour ça qu'on a de la fièvre, qu'on a des frissons, c'est parce qu'on réagit finalement à l'antigène viral. Et quelquefois, cette réaction, elle est trop forte. C'est ça qui peut entraîner des effets indésirables. Et ces effets indésirables, du coup, ne peuvent en général se produire que dans les semaines à 1 ou 2 mois qui suivent la vaccination. Et nous avons plus que cela en termes de recul aujourd'hui. Nous avons plus de 6 mois de recul maintenant sur ces études qui sont publiées seulement maintenant, mais les résultats sont connus déjà depuis plusieurs mois. Donc, je crois vraiment que, si vous voulez, en dehors d'effets indésirables exceptionnels, il n'y a pas lieu de s'inquiéter de la tolérance de ce vaccin. Et quand on évalue un traitement, qu'il soit à titre préventif ou curatif, on fait toujours une balance entre le bénéfice et le risque. Dans ce cas-là du vaccin Covid aujourd'hui, dans la situation que nous connaissons dans le monde, il faut, je crois vraiment, et c'est la raison de ma présence ce soir, vous convaincre, et avec l'aide du grand rabbin Guggenheim et de vous, monsieur le rabbin Journeau, qu'il faut encourager nos coreligionnaires à se faire vacciner en masse. Je crois que la communauté a été beaucoup touchée lors de la première phase de l'épidémie, au moment des fêtes, qui ont probablement peut-être conduit à un certain nombre de contaminations. On ne le savait pas à l'époque. Je crois que là, il faut maintenant profiter de la disponibilité des vaccins pour que, dès que ce sera possible, tout le monde puisse se faire vacciner. Je crois que ce risque d'effet indésirable, c'est une mauvaise excuse. Ce grand rabbin. Ben justement, je peux rebondir. C'est donc suite à mon exposé, à partir du moment où le médecin se prononce, nous n'avons pas de raison de ne pas l'écouter. C'est à la fois une autorisation et une mitzvah de l'écouter. Donc, nous écoutons notre médecin. Le médecin nous dit qu'il n'y a pas de raison, que le bénéfice-risque est beaucoup plus important par rapport au bénéfice. On n'a pas à s'y opposer. Et je rajouterais, et quant au risque infime qui existe, il y a toujours la prière. Il faut toujours penser que Hachem sera de notre côté. Comme Ambroise Paré disait, le médecin soigne, mais c'est Dieu qui guérit. Ah, voilà. Le médecin soigne et Dieu guérit. Oui, voilà, c'est ça. Très bien. Professeur, on me pose la question aussi, la différence entre les deux vaccins Pfizer et Moderna. Je rappelle que les deux inventeurs, les deux patrons de ces vaccins sont de notre communauté. Albert Bourla, Pfizer, qui est un juif grec, et Tal Zaks pour Moderna, qui est israélien. Quelle est la différence entre ces deux vaccins? J'ai cru comprendre ou entendre aux informations et dans les médias que celui de Moderna, il n'y avait pas d'obligation de le monter à moins 80 degrés, c'est bien ça? Par rapport à la conservation du médicament? Oui, il y a des différences minimes. Le principe est le même. Ce sont des vaccins utilisant l'ARN messager. C'est pour cette raison que ces vaccins sont les premiers à être disponibles, parce que cette technologie permet de produire en grande quantité, très rapidement, des vaccins. Et donc, on a, avec ces deux vaccins, finalement, des données qui sont tout à fait équivalentes. Alors, c'est vrai que le vaccin Moderna peut, d'après le fabricant, être conservé à des températures moindres que le vaccin de Pfizer. Il est probable qu'en réalité, il y ait peu de différence. Donc, je crois que ces deux vaccins ont une efficacité et une tolérance qui est vraiment très semblable. Très bien. Comment comprenez-vous le silence des médias et du ministère de la Santé? Il n'y a pas eu de campagne pour encourager à la vaccination? Écoutez, encore une fois, je pense qu'on a trop pris en compte les réticences bien connues des Français, bien que ce soit la patrie de Pasteur, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, vis-à-vis de la vaccination. Je crois qu'on a trop vu, pendant cette première phase de l'épidémie, de thèses complotistes, de contre-vérités assénées dans les médias, y compris par certains de mes confrères, malheureusement.
la parole scientifique a eu du mal à se faire entendre. Je pense qu'il y a donc il y a eu une crainte manifestement du gouvernement de vouloir donner trop vite des messages rassurants ou des messages qui inciteraient à la vaccination, de peur d'avoir un effet contre-productif, l'effet inverse. Je crois que maintenant, on se rend compte, parce que justement l'épidémie est mondiale et qu'on peut se comparer aux autres pays, on se rend compte qu'on a été trop prudent et qu'il faut maintenant qu'on rattrape notre retard. La France est un grand pays et elle doit pouvoir vacciner très largement tous ses concitoyens. Et je pense qu'il faut évidemment expliquer pourquoi il faut se vacciner. Je l'ai dit, c'est pour se protéger soi-même, mais c'est aussi pour protéger les autres. Si des personnes en bonne santé se vaccinent, c'est pour éviter qu'elles soient elles-mêmes contaminées et qu'elles risquent de transmettre le virus à des personnes fragiles de leur entourage, à leurs parents, grands-parents, qui, eux, pourraient en mourir. Donc, en se vaccinant, ce n'est pas seulement soi-même qu'on protège, ce sont ses êtres chers, ses proches, et c'est toute la communauté. Donc, je crois qu'il faut vraiment avoir conscience de cela quand on se vaccine. Si ce n'est pas pour soi-même, c'est pour les autres. Donc, je vous encourage vraiment à nouveau à vous faire vacciner. Très bien, merci professeur. D'autres questions. Une personne qui a contracté le Covid et qui a développé des anticorps, est-ce que le vaccin est-il nécessaire? Alors, c'est une question qui n'est pas tranchée définitivement. Aujourd'hui, dans les recommandations scientifiques, on considère que les personnes qui ont fait un Covid dans les 3 derniers mois, parce qu'on a un recul fort sur les 3 mois qui suivent le Covid, eh bien, ces personnes, si elles ont développé des anticorps, n'ont pas de raison d'être vaccinées. En tout cas, elles ne sont pas prioritaires du tout, parce qu'en principe, elles sont protégées par l'immunité naturelle, qui est ce qu'on essaie de reproduire avec le vaccin. Je vous ai dit tout à l'heure que dans les études vaccinales, on a comparé les réponses anticorps des personnes vaccinées et des personnes qui étaient convalescentes du Covid. On a vu qu'on avait le même niveau de réponse. Donc, je crois que ces personnes-là, en tout cas, il n'y a pas de contre-indication à être vacciné. À nouveau, c'est pas grave si on est vacciné après avoir fait la maladie, mais c'est peut-être pas très utile. Ou en tout cas, on peut considérer que c'est comme un rappel de vaccination, quelque part. Mais ce ne sont pas des personnes à vacciner en priorité. Nous n'allons pas avoir tout de suite la capacité de vacciner tout le monde. Donc, je crois qu'il faut qu'on priorise les plus fragiles, ceux qui sont dans le besoin d'être vaccinés, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas fait le Covid et qui sont à risque de maladies graves, voire de décès, les plus âgés, les plus fragiles. Comment vous comprenez les statistiques? 38% seulement des Français déclarent vouloir se faire vacciner. Eh bien, écoutez, ça, c'est pour ça qu'on est là ce soir, je crois. Et ça, c'est une réaction normale, après tout. Comme souvent, c'est la méconnaissance qui entraîne des réactions inappropriées. Une fois qu'on connaît mieux le sujet, qu'on a pu s'expliquer, avoir réponse à ces questions, on va en confiance se faire vacciner. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le rôle du médecin généraliste aussi de se faire le relais auprès de ses patients. Les patients ont confiance dans leur médecin et c'est auprès de leur médecin qu'ils vont aussi se rassurer sur l'intérêt de cette vaccination. Bien. Alors, on me pose la question, nous avons déjà traité avantages et risques d'une vaccination ou d'une non-vaccination. En cas de vaccination, faudra-t-il se refaire revacciner chaque année comme le Covid-19 ou contre le nouveau virus s'il y a mutation? Oui, par rapport à la mutation, on n'a pas tellement parlé de la mutation. On voit ce qui se passe en Angleterre. C'est ce qu'on peut dire, c'est que le virus, le coronavirus, c'est normal qu'il mute. À chaque fois qu'il se multiplie dans un organisme, il y a des mutations qui sont liées à des erreurs dans sa reproduction. Et si la mutation confère au virus un avantage par rapport aux autres, eh bien ce virus prend le dessus. Il y a déjà eu en France, le virus que nous avons en France depuis le début de l'épidémie n'est pas le même que le virus chinois. Il a déjà muté et il est plus facilement transmissible. Les gens qui sont infectés ont une production de virus plus élevée. C'est pour ça qu'on dit qu'il est plus contagieux. C'est que simplement quand il infecte quelqu'un, il se multiplie plus vite chez la personne. Il n'est pas plus grave, mais il y a une production de virus plus importante. Du coup, la personne peut contaminer plus de personnes autour d'elle. C'est la même chose avec ce nouveau variant où il y a beaucoup de mutations. Le gène qui code pour la protéine d'enveloppe, la protéine spike, contient 3000 paires de bases. Et donc, à chaque fois que le virus se multiplie, il y a 1 ou 2 bases sur lesquelles il y a des mutations qui peuvent apparaître. Maintenant, ces mutations n'ont pas de raison de neutraliser l'effet du vaccin. Car lorsqu'on développe, nous, une réaction immunitaire vis-à-vis de la protéine,
eh bien, on la développe, cette réaction, vis-à-vis de l'ensemble des acides aminés qui composent cette protéine et qui sont codés par ces 3000 paires de bases. Donc, si sur 3000 paires de bases, il y en a une ou deux qui sont mutées, eh bien, en principe, on est protégé par la réponse qu'on aura développée vis-à-vis des autres. Donc, il faudrait, pour que la réponse vaccinale soit diminuée, qu'il y ait une très, très forte altération, modification du virus. Évidemment, ce que je dis là doit être maintenant vérifié par des études au laboratoire et puis par la circulation du virus. Et je crois que même si on n'a pas de certitude, on a en tout cas une probabilité forte que le vaccin reste au moins très largement efficace, peut-être pas le même niveau exactement, mais peut-être légèrement diminué. Encore une fois, il faudra le vérifier. Cela ne peut être qu'un encouragement supplémentaire à se faire vacciner maintenant. Très bien. Merci, professeur. Pourquoi les anticorps naturels développés suite au Covid partent et ceux obtenus suite à l'injection restent en nous? Non, c'est la même chose. Hein. Encore une fois, le vaccin, c'est comme une infection. On essaye de reproduire l'infection naturelle. Donc, la durée pendant laquelle les anticorps persistent, elle est en général très longue si le virus ne change pas. Lorsqu'on est vacciné, je vais vous donner un exemple. Quel exemple je peux trouver contre le tétanos, par exemple. La vaccination contre le tétanos, on sait qu'on reçoit une injection de vaccin, on est protégé pour 20 à 30 ans. Alors, on dit qu'on fait des rappels tous les 10 ans, mais en réalité, l'immunité persiste bien longtemps. Donc, si la bactérie ou le virus ne change pas radicalement, comme c'est le cas pour la grippe, parce que le virus de la grippe a un génome qui peut se recombiner. Et donc, il y a plusieurs virus de la grippe. Et c'est pour ça qu'il faut changer de virus chaque année. Mais on a quand même une immunité croisée qui permet de protéger partiellement. Le coronavirus SARS-CoV-2, on verra l'année prochaine. Pour l'instant, c'est le même que celui de janvier dernier. Hein, donc, il n'y a pas lieu de s'inquiéter et la protection conférée soit par la maladie elle-même, soit par le vaccin, devrait être durable au moins de plusieurs mois. Et c'est pour ça qu'on fait ces rappels. Je vous remercie. Une question pour le grand rabbin et professeur Molina. Je sais qu'en Israël, j'ai lu dans la presse et on me l'a dit que ce vaccin était déconseillé pour les jeunes femmes, et en particulier les femmes allaitantes ou en état de procréer. C'est la question, hein, je vous lis exactement pour point la question qu'on me pose. Certaines personnes en Suisse, par exemple, ne se vaccinent pas. Les vaccins ne sont pas obligatoires, qu'il y a des risques à long terme. Et effectivement, ça c'est une question au grand rabbin. Le Talmud nous enseigne aussi que le meilleur des médecins ne lui fait pas confiance. Je ne veux pas dire le mot Tov Menarofé la Geina, donc merci de répondre, monsieur le grand. D'abord, professeur, par rapport aux jeunes filles, aux jeunes femmes et aux femmes enceintes. Écoutez, pour les jeunes filles ou les jeunes femmes aujourd'hui, si elles n'ont pas de pathologie particulière, ce ne sont pas des personnes prioritaires pour la vaccination, comme on l'a dit, puisque chez les jeunes, la maladie est le plus souvent très bénigne, voire même asymptomatique. Chez les femmes enceintes, on sait que le Covid peut avoir des conséquences, notamment au cours du 3e trimestre de la grossesse, des conséquences négatives. Alors évidemment, on n'a pas fait d'études jusqu'à présent chez les femmes enceintes, donc par prudence, aujourd'hui, on dit que effectivement, chez les femmes enceintes, on est prudent sur l'indication vaccinale. Mais voilà, je crois qu'on va attendre d'avoir un peu plus de recul ou des études qui ont été réalisées chez les femmes enceintes pour s'assurer de l'innocuité du vaccin. Chez les femmes enceintes, il n'y a pas tellement de raisons de penser que le vaccin puisse être toxique. Ce n'est pas comme si on inoculait un médicament, ou qu'on administrait un médicament qui puisse être tératogène pour le fœtus. Voilà, donc je crois que aujourd'hui, il faut rester prudent, en tout cas attendre des informations supplémentaires, mais je dirais que dans quelques mois, il n'y aura pas probablement de raison d'écarter les femmes enceintes de la vaccination, ce d'autant qu'encore une fois, au cours du 3e trimestre, pour les femmes enceintes, le vaccin, enfin, en tout cas, l'infection pourrait être délétère. Alors, c'est une raison de plus, là encore, pour que l'entourage des femmes enceintes, par exemple, se fasse vacciner pour les protéger. Si les personnes qui font partie de la famille des femmes enceintes eh bien, sont vaccinées, bon, elles n'ont pas de risque d'être contaminées. Donc pour les jeunes femmes, vous n'avez pas répondu pour les jeunes filles et les jeunes femmes. Oui, si je disais tout à l'heure que ce n'étaient pas des personnes prioritaires. Qui parce sont en âge de porter des enfants. Est-ce que ça peut avoir une…
Non, j'ai bien compris qu'elles ne sont pas prioritaires d'un point de vue. Mais est-ce qu'il faut les déconseiller à se faire vacciner ou pas? Écoutez, pour l'instant, on n'a pas eu d'études encore chez les enfants de taille suffisante, parce qu'on a fait des études chez l'adulte pour l'instant. Attendons de voir les études chez les enfants, mais là, encore une fois, je ne vois pas de raison de penser que ce vaccin puisse poser un problème chez les enfants. Il faudra ajuster la dose, simplement. Monsieur le Grand Rabbin? Peut-être, Oui. avant de répondre, j'ai besoin d'affiner parce que j'avais assisté à une vidéo de médecins en Israël qui était peut-être un peu à caractère complotiste, je ne sais pas. Il prétendait que la raison pour laquelle on déconseillait aux femmes enceintes, on contre-indiquait même le vaccin pour les femmes enceintes, c'est que le vaccin pouvait attaquer le placenta. Et qu'ils en extrapolaient que ça pouvait rendre stérile une jeune femme et donc l'empêcher de procréer par la suite. Est-ce qu'à votre avis, c'est complètement fantaisiste ou est-ce qu'il faudrait tenir compte de quelque chose de ce type? Non, écoutez, je crois que c'est très fantaisiste, malheureusement. Et c'est aujourd'hui le problème des médias et du relais qu'il peut y avoir de ces thèses qui font peur et même dans son inconscient. Donc, même si on essaie de se raisonner quelquefois, voilà, on peut avoir une peur incontrôlable. Encore une fois, voilà, je dirais qu'aujourd'hui, nous avons quand même dans le monde, comme on le disait, plusieurs millions de personnes vaccinées. Donc, oui, mais la stérilité ne peut pas se mesurer maintenant. Elle pourrait se mesurer. Bien sûr. Mais après, ça serait bien la première fois qu'un vaccin rendrait stérile. Donc, si vous voulez, je veux bien que, là encore, c'est un virus comme des coronavirus, il en existe beaucoup, des vaccins, il en existe beaucoup. Je dirais, ce n'est pas la première infection virale ni le premier vaccin qui est développé. Donc, je crois qu'il faut aussi tenir compte de nos connaissances acquises depuis des centaines d'années. Et avec le vaccin, nous avons des reculs, on le disait, depuis plusieurs siècles maintenant avec les vaccins. Donc, soyons raisonnables et regardons un petit peu les données qui sont à notre disposition et ne fantasmons pas sur des effets indésirables totalement irrationnels. Je vous remercie, c'est très important ce que vous venez de dire. Les personnes allergiques à la pénicilline ou à l'aspirine ou à l'ibuprofène peuvent-elles se faire vacciner? Alors, ça fait partie des rares contre-indications au vaccin. Ce sont les personnes qui ont fait des allergies graves, notamment des allergies avec des réactions qui ont pu mettre en danger leur vie. Pour ces personnes, il vaut mieux ne pas les vacciner, effectivement, parce qu'on pourrait avoir, et il y en a eu d'ailleurs, des accidents graves allergiques avec le vaccin. Exceptionnels, mais graves. C'est pour ça d'ailleurs que dans les centres de vaccination, nous avons toujours à côté, pour prévenir ce risque qui peut être finalement, voilà, on ne peut pas prévoir, eh bien, nous avons toujours des seringues d'adrénaline pour justement contrer ces réactions allergiques. Nous avons toujours un service de réanimation qui est prêt à intervenir si jamais on avait un accident. Mais ces réactions allergiques sont exceptionnelles. Il faut justement trier et écarter de ces vaccinations les personnes qui ont fait des allergies graves, ceux qui ont fait des allergies modérées. Il faut en parler avec son médecin qui va pouvoir vous dire si oui ou non il vous recommande la vaccination. Et donc on revient effectivement de se rapprocher de son médecin qui nous suit pour nous aiguiller, nous guider quant à la vaccination. On pose la question sur le vaccin d'AstraZeneca qui utilise une ancienne technique. Est-ce qu'il est efficace? Oui, alors sur le vaccin AstraZeneca, c'est une autre technique qui est utilisée. Alors là, c'est un vecteur viral qui contient également certains gènes du coronavirus. C'est en quelque sorte, au lieu d'utiliser une enveloppe lipidique, eh bien, les gènes du coronavirus sont mis dans une enveloppe d'un autre virus. Lui ne va pas se multiplier dans l'organisme. C'est une façon de transmettre ce qu'on appelle un vecteur du vaccin. Alors, je n'ai pas vu encore en détail les résultats complets de l'étude d'AstraZeneca, donc j'ai compris que les résultats étaient peut-être un petit peu moins bons que le niveau de protection que le vaccin ARN messager Moderna ou Pfizer. Mais enfin, on va avoir à notre disposition des vaccins qui vont avoir quand même globalement une très bonne efficacité. Attendons d'avoir des résultats complets sur tous ces vaccins. Je crois que
ce qui va être important, c'est de se faire vacciner. Et je dirais que, voilà, on a déjà 2 vaccins dont on sait qu'ils sont sûrs et efficaces. Le vaccin AstraZeneca, il n'est pas encore autorisé en France parce qu'on n'a pas encore analysé en détail les données précises de ces études. Eh bien, attendons un petit peu. Aujourd'hui, de toute façon, il n'est pas encore sur le marché en France. Il n'est pas encore, oui. Très bien. Une autre question. Je vais la retrouver. Désolé. Alors, quel sera le vaccin utilisé en France? Pour l'instant, c'est Pfizer, c'est ça? Oui. Moderna, éventuellement? Vraisemblablement, le suivant va être le vaccin de Moderna. On va avoir besoin de plusieurs fabricants de vaccins pour, comment dire, être capable de répondre à la demande. Ce qui est important de préciser, c'est que tous ces vaccins sont basés sur le même principe, en se focalisant sur cette protéine d'enveloppe, la protéine spike, qui sert au virus à infecter les cellules. Donc, on a vu que ça marchait. C'était la bonne cible. On ne s'est pas trompé sur la cible. Donc, maintenant que nous avons bien identifié la cible du virus, tous les vaccins qui sont basés sur cette cible devraient fonctionner de façon satisfaisante. Très bien. Alors, on parle aussi des études sur l'immunisation effective suite à la vaccination. Quand on parle de 95%, cela signifie-t-il que 5% ne sont pas immunisés? Alors, ce n'est pas exactement ça. 95% d'efficacité, c'est la diminution relative de l'incidence. Vous voyez que c'est un peu compliqué, mais ça fait référence aux chiffres que je donnais tout à l'heure. Sur les 170 personnes qui ont été dans l'étude de Pfizer contaminées, 162 étaient dans le groupe qui a reçu le placebo, 8 dans le groupe qui a reçu le vaccin. Donc, ça veut dire que malgré le vaccin, 8 personnes ont été vaccinées, mais je vous rappelle qu'une seule a développé une forme grave. Donc, c'est ce rapport-là qui nous permet de donner ces 95%. On va dire que le risque d'infection est réduit de 95% lorsqu'on est vacciné. Voilà ce que ça veut dire. Très bien. Je regarde en même temps. Oui, vous regardez les questions, voilà. Alors, certains voulaient que d'autres personnes soient là pour nous apporter de la contradiction. Oui, c'est tout à fait. Pourquoi pas, bien entendu. Le débat est important. Le débat contradictoire est important. Je crois que ce que la science nous permet de dire aujourd'hui, c'est que, au bout du compte, on arrive à connaître la vérité scientifique. Même si au début, on peut être un petit peu perdu quand on n'est pas spécialiste parce que on reçoit des informations de tel professeur, d'un autre professeur. Alors, qui croire? C'est la difficulté. Je me souviens que M. Rabin Journeau m'avait contacté, vous vous souvenez, au début de l'épidémie, je peux peut-être raconter cette anecdote. Bien sûr, allez-y. Il m'avait dit, donnez-moi les coordonnées du professeur Raoult, je veux absolument avoir la chloroquine. Je vous ai dit à ce moment-là, rappelez-vous, nous, on a été les premiers à publier des études disant que ça ne marchait pas, qu'il n'y avait aucune raison que ça marche. Je vous ai dit, mais surtout, ne faites pas ça. Bon, aujourd'hui, avec le recul, plus personne dans le monde ne pense à utiliser la chloroquine. Je pense que ça a été, là aussi, un peu une honte là, pour la France d'avoir été à l'origine de cela. Mais bref, au bout du compte, la vérité scientifique, finalement, arrive à percer. Et aujourd'hui, la vérité scientifique, c'est que nous avons un vaccin efficace. Tous les plus grands pays, vous avez cité Israël, les pays qui sont à la pointe de l'innovation et de la recherche, les États-Unis, Israël, ont vacciné en masse la population. Alors, on ne va pas être, nous, quand même, les Français, les derniers, là. On est les derniers de la liste pour l'instant. Alors, franchement, il est temps de se ressaisir et de se dire, nous aussi, on veut participer au progrès scientifique, on veut bénéficier des progrès scientifiques. Ça serait un comble qu'en France, encore une fois, avec Pasteur, nous sommes les héritiers de la vaccination, on soit les derniers à se faire vacciner alors que les vaccins soient disponibles aujourd'hui. Je crois que là, il faut maintenant raison garder et, encore une fois, au contraire, faire pression pour avoir un accès plus rapide aux vaccins. Moi, c'est ce que je souhaite, qu'on développe très vite des centres de vaccination partout pour qu'on vaccine à la chaîne, comme ils le font en Israël, dans un cadre sécurisé, bien entendu, mais qu'on puisse vacciner rapidement, en particulier toutes les personnes fragiles. Quand toutes les personnes fragiles seront vaccinées,
enfin, on pourra peut-être relâcher les mesures de distanciation, le port du masque, on pourra de nouveau avoir une vie économique, revivre un petit peu. Et même si les plus jeunes ne sont pas tout de suite vaccinés, c'est pas très grave. Pour eux, même s'ils sont infectés, ils n'iront pas à l'hôpital. On ne saturera pas les besoins hospitaliers. Donc, vraiment, voilà, si je n'ai qu'un message ce soir, parmi ceux qui nous écoutent et qui sont fragiles, qui ont plus de 75 ans, plus de 65 ans, qui ont des pathologies chroniques, allez voir votre médecin pour savoir comment vous faire vacciner au plus vite. Bien. Nous avons le grand vin Olivier Kaufmann qui me pose des questions via SMS. Il attend WhatsApp, ça va arriver aux prochaines générations. Sa question, quid du vaccin plus classique qui arrivera en septembre? Et peut-on contaminer même en étant vacciné? Alors, la deuxième partie de la question est très importante. On n'a pas encore aujourd'hui la réponse parce que dans les études qui ont été faites avec le vaccin, n'ont été testés que les gens lorsqu'ils avaient des symptômes. On a fait le test PCR Covid. Donc, on ne sait pas s'il y a eu des gens infectés sans symptômes dans le groupe vacciné ou dans le groupe placebo. Mais on va le savoir parce qu'on a fait des sérologies à tout le monde, dans le groupe vacciné, dans le groupe placebo. Donc, je pense que dans les semaines qui viennent, on va avoir les résultats des sérologies et on verra. On a parlé tout à l'heure de 170 cas d'infection au total dans cet essai de 40 000 personnes. On va avoir peut-être 400 infections diagnostiquées par la sérologie. On verra comment elles se répartissent. Et je pense qu'on aura, je m'avance un petit peu, mais la confirmation que le vaccin va prévenir aussi l'infection. Comme ça a été le cas chez les chimpanzés, il n'y a pas de raison que l'homme réagisse tellement différemment du chimpanzé. Je vous rappelle que notre génome est très proche de celui du chimpanzé. Et donc, on aura également la certitude que se vacciner, non seulement va nous protéger nous-mêmes, mais va nous empêcher de favoriser la transmission du virus. Très bien. Quant à la première question, faut-il attendre le vaccin classique? Il n'y a aucune raison d'attendre le vaccin classique. Il n'y a qu'à prendre des risques de mortalité supplémentaire. Aucune raison d'attendre. On a un vaccin aujourd'hui efficace et sûr. Voilà, donc je crois qu'aujourd'hui, il faut se faire vacciner dès que possible. On verra bien quelles sont les données avec le vaccin plus classique, si je puis dire, qui ne veut pas dire qu'il sera plus efficace. Là encore, vous voyez les progrès qu'on a fait depuis Jenner. Avant, on inoculait directement le virus d'un malade. Aujourd'hui, on est capable de faire mieux. Donc, voilà, cette technologie de l'ARN messager, on va en reparler dans les années qui viennent, pour le cancer, pour d'autres infections. Donc, il faut profiter des progrès de la science. Merci, professeur. Question du président Claude Haddad de la synagogue de Chassou-le-Bas. Peut-on mélanger les vaccins pour les rappels? Alors, je salue le président de la communauté. Mon père était un fidèle très assidu. Eh bien, écoutez, aujourd'hui, par prudence, on ne le fait pas pour essayer de bénéficier de l'efficacité maximale du vaccin. On n'a pas encore testé la vaccination contre plusieurs maladies en même temps. Alors, on le fait régulièrement dans les centres de vaccination comme à Saint-Louis, mais comment dire, avec le Covid, pour l'instant, on n'a pas testé. Donc, tant qu'à faire, on préfère le faire, je le dirais, à distance des autres vaccinations. Très bien. Alors, comment ces vaccins contre le corona ont été faits si rapidement alors qu'on entend dire que les vaccins d'autres maladies ont pris des années pour être développés? Comment affirmer que le traitement du Dr Raoult n'a pas fonctionné? Oui. Bon, alors je vois qu'il y a encore des partisans du Dr Raoult, mais heureusement, ils sont moins nombreux aujourd'hui. Alors, je le connais personnellement, le Dr Raoult. Hein. C'est justement parce que je le connais aussi qu'on avait un petit peu mis en doute ces affirmations. Mais à l'époque où j'avais expliqué ça, je peux vous dire que personne ne voulait m'écouter. Hein. Bon, c'est comme ça. J'avais même des familles qui me disaient, mais écoutez, donnez-lui de la chloroquine. On sait que ça a pu provoquer des accidents. Bref, je crois que c'est justement parce qu'on a aujourd'hui les moyens scientifiques de valider un traitement ou de l'invalider. On n'est plus à l'époque où une autorité scientifique, quelle qu'elle soit, pouvait affirmer quelque chose sans démonstration, sans preuve. Aujourd'hui, on a, grâce au développement de la science, la capacité d'évaluer justement dans des essais comparatifs. On va comparer un traitement à l'absence de traitement ou à un autre traitement pour savoir si on en a un effet ou pas d'effet. Et puis aussi, ce qui est important en science, c'est la reproductibilité. Si vous avez une personne qui vous dit qu'elle a trouvé un traitement miracle, mais que quand on veut reproduire ces résultats, eh bien, personne n'est capable de les reproduire, eh bien, on est désolé, mais ça n'est pas quelque chose de suffisant.
Donc, la reproductibilité des résultats est quelque chose d'essentiel et personne n'a pu reproduire les résultats du professeur Raoul, qui n'a d'ailleurs jamais fait d'études comparatives. Donc, quand on ne compare pas et qu'on donne des cachets ou des pilules de quoi que ce soit, de perlimpinpin, à quelqu'un qui a une maladie qui guérit dans 99% des cas, eh bien, on va lui dire, c'est parce qu'il a pris la poudre de perlimpinpin qu'il a guéri. Mais en réalité, on lui aurait donné de l'eau salée, on aurait eu le même résultat. Et c'est ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin de preuves scientifiques fortes pour justement affirmer l'efficacité d'un traitement, hein, et pour mesurer sa tolérance également. Et donc, il y a eu des essais qui ont été menés, des dizaines d'études qui ont été menées avec la chloroquine, avec un comparateur, et qui n'ont pas montré d'efficacité. Donc, je crois que là, maintenant, la question, elle est entendue. Et d'ailleurs, aucune des recommandations nationales ou internationales ne recommande ce traitement. La chloroquine est un traitement contre le paludisme qui a déjà été essayé lors de l'épidémie de la grippe espagnole pendant la guerre 14-18, comme remède, parce qu'on n'avait rien d'autre, et c'était un antipyrétique, comme le paludisme donne de la fièvre, on prenait la chloroquine pour faire baisser la fièvre, et là, j'allais dire un peu naïvement, on pouvait imaginer qu'un traitement contre le paludisme allait guérir une maladie virale. Bon, je crois que c'est un peu naïf. Alors, pourquoi est-ce qu'on est allé si vite? Là, eh bien, je crois qu'on a bénéficié des progrès scientifiques et de la coopération scientifique internationale. Qu'est-ce qui s'est passé? L'épidémie diagnostiquée en Chine, alors probablement avouée avec retard, mais avouée au mois de décembre 2019. Un mois plus tard, les scientifiques chinois ont été capables d'identifier le virus et de séquencer son génome, identifier sa carte génétique. Et ça a été le début de la possibilité du vaccin. Car dès qu'on a pu séquencer le génome du virus, on pouvait finalement le décoder, hein, et connaître la séquence de sa protéine d'enveloppe, parce que les coronavirus, on les connaît depuis des années. Ce n'est pas le premier coronavirus, il y en a bien d'autres. Hein, et lors de l'épidémie du SARS, notamment, ou du MERS coronavirus, on avait déjà essayé de mettre au point des vaccins ARN. Simplement, comme l'épidémie s'est éteinte toute seule, on n'a pas eu besoin de vacciner les gens. Mais les vaccins ont été déjà développés à ce moment-là. La technologie de l'ARN messager date des années 90. Où on a déjà, à ce moment-là, montré que l'ARN introduit dans une cellule humaine allait être traduit en protéines et allait pouvoir déclencher des réactions immunitaires et protéger les animaux contre des virus, puis les faire guérir de cancer. Et donc, quand il a fallu immédiatement réfléchir à un vaccin contre le coronavirus, eh bien, avec la carte génétique du virus disponible, la technologie de l'ARN messager déjà disponible, eh bien, les fabricants de vaccins se sont dit, ben là, il faut y aller. On a les moyens, la technologie de fabriquer très vite, parce que ça va très vite de fabriquer des vaccins ARN à grande échelle. Et c'est pour ça qu'on a réussi une prouesse technologique, mais qui est basée sur des connaissances datant de 30 ans pour la technologie de l'ARN messager et datant de dizaines d'années également pour le séquençage du génome, la connaissance des coronavirus, car on savait que les coronavirus, leur mode d'infection des cellules, c'était par ces protéines d'enveloppe. Donc, vous savez tout de suite qu'il fallait cibler cette protéine d'enveloppe. Et donc, dès qu'on a eu sa séquence, hop, on s'est dit, mettons-la vite dans le vaccin, et voilà. Donc, je crois que, comme toujours en science, c'est pas, il y a un continuum en réalité des progrès scientifiques, et puis un échange scientifique international qui permet les progrès. Voilà. On l'a vu, la start-up BioNTech, eh bien, a collaboré avec une grosse entreprise pharmaceutique, Pfizer, qui, elle, avait la capacité de production en masse de vaccins. Voilà. Donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce vaccin. Et il faut arrêter d'être suspicieux sur les progrès scientifiques. Alors, une question pour le Grand Rabbin Guggenheim, le Grand Rabbin de Paris. Que peut-on dire aux rabbins qui appellent de façon militante à ne pas se faire vacciner? Ben, ça dépend lesquels, mais on m'a pas plus tard qu'avant-hier, j'ai reçu un document signé par de nombreux rabbins et qui alertait sur le danger et l'interdiction absolue de se faire vacciner. Et en fait, j'avais déjà vu par d'autres canaux que c'était un faux et que les signataires, plusieurs signataires de ce document, avaient dit qu'ils n'avaient jamais signé ce papier. Donc, il y a un univers de complotistes, et donc je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de rabbins, je ne pense pas du tout qu'il y ait beaucoup de rabbins qui vraiment revendiquent cette interdiction de se faire vacciner. Par contre, il y a des faux.
Il y a des gens qui, je ne sais pas pourquoi ils font ça, pour inquiéter la population, et qui font croire que des rabbins ont dit. Mais des rabbins de haute stature qui aient dit une chose pareille, je n'en connais pas. Je sais que le grand rabbin d'Israël, le rabbi Yitzhak Yosef, il a depuis longtemps appelé à se faire vacciner. Je sais que Reb Chaim Kanievski, qui est considéré comme un des grands maîtres de la génération et dont on pense qu'il a même l'Esprit Saint, c'est-à-dire il voit plus loin que ce que nous voyons. Il a clairement dit qu'il faut se faire vacciner et qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur. Et ça, je l'ai vu de mes propres yeux. C'est une vidéo que j'ai vue de mes propres yeux. Donc, je pense qu'il n'y a pas photo entre le nombre et l'éminence des rabbins qui disent qu'il faut se faire vacciner et ceux qui disent qu'il ne faut pas se faire vacciner. D'ailleurs, il suffit de voir en Israël. En Israël, il y a quand même énormément de gens qui sont très religieux et tout le monde se précipite pour se faire vacciner. On pose la question judaïsme et complotisme, ce grand rabbin. Ben oui, moi j'étais très étonné. Je pensais que ça n'existait pas, que ça ne pouvait pas exister. C'est une découverte. Je ne peux pas traiter. Bien. Très bien. Une autre question pour le professeur Molina, et on s'arrêtera dans pas longtemps. Si une personne avec une comorbidité qui a eu le Covid-19 avec CAC en mars 2020, ne doit-on pas refaire la sérologie avant la vaccination? Alors, pour gagner du temps, là encore, parce qu'il y a un enjeu de logistique et de rapidité vaccinale, on ne fait pas de sérologie avant la vaccination en principe. Une personne qui a fait le Covid au mois de mars, eh bien, elle peut, ceci dit, soit se faire d'emblée vacciner, si elle le souhaite et si elle peut y avoir accès. Ça permettra de stimuler ses défenses immunitaires. Elle peut aussi décider de faire une sérologie. Si elle a une sérologie suffisamment positive, on va dire qu'aujourd'hui, le bénéfice de la vaccination sur cette personne n'est pas démontré, puisqu'elle a déjà un certain degré d'immunité. Et là, voilà, on est à la limite de ce qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que ça fait partie des questions, encore une fois, qu'il faut discuter avec son médecin au cas par cas, dans ces cas-là. Est-ce que ce vaccin est une avancée scientifique qui permettra de soigner d'autres maladies? Ça, sûrement. En tout cas, on a pu montrer là que cette technologie était fiable et efficace. Et donc, ça va sûrement être utilisé dans les années à venir pour fabriquer des vaccins peut-être encore plus sûrs. Aujourd'hui, je vous ai dit qu'on avait déjà des vaccins qui étaient vivants atténués. Et ce n'est pas très sûr, ça, d'inoculer le vaccin vivant, par exemple celui de la fièvre jaune, parce qu'on peut faire des mini-fièvres jaunes. Donc, à partir du moment où on va pouvoir avoir ces technologies, on aura démontré son efficacité, peut-être qu'on sera en mesure d'améliorer encore la sécurité de certains vaccins que nous avons aujourd'hui, qui sont un peu, on va dire, ancienne mode. Une autre question, pourquoi les hommes politiques ne sont pas vaccinés en direct comme en Israël ou aux États-Unis? On a l'impression, normalement, un dirigeant, un chef, c'est celui qui tire vers le haut le peuple, non? Je suis d'accord avec vous. Ben, écoutez, nous, on a essayé de donner l'exemple dans mon service, puisque à Saint-Louis, comme on a démarré, je vous dis, en trombe la vaccination lundi, quand j'ai su avant le week-end qu'on pouvait vacciner, eh bien, le doyen de notre faculté est venu se faire vacciner, l'ancien doyen, moi-même, bien sûr, mon collègue, le professeur Rosenbaum, est venu se faire vacciner. J'ai pu tweeter ça et ça a été relayé un grand nombre de fois parce qu'aujourd'hui, il faut qu'on communique sur justement, faites-vous vacciner et notamment quand vous avez dépassé un certain âge. Voilà. Nos hommes politiques devraient montrer l'exemple. Bon, M. Macron vient d'attraper le Covid, donc lui, normalement, ne devrait pas en avoir besoin, en tout cas dans l'immédiat. Très bien. Je pense que on va conclure notre soirée, parce que demain, il y a la tfila pour nous tous. Il y a l'office à 7h30. Je voudrais vous remercier, tout d'abord, professeur Molina, pour votre exposé d'une très, très grande clarté qui a permis de répondre à de très nombreuses questions, interrogations à cette problématique qui nous concerne toutes et tous. Et je me suis fait l'honneur justement de vouloir exposer devant l'ensemble de la communauté juive les tenants et les aboutissants, les difficultés que représente cette vaccination. C'est vrai qu'on a peur du nouveau. Et j'ose espérer que les très nombreux auditeurs, auditrices qui nous suivent à la fois sur Facebook, mais aussi sur Zoom, eh bien, ont pu trouver matière à réflexion pour agir. Merci, Monsieur le Grand Rabbin Guggenheim, pour
d'abord pour votre fidélité, votre confiance, parce que avant que l'aumônerie était encore au stade embryonnaire, vous nous avez toujours aiguillés et aidés. Et je vais révéler un petit secret pour les grandes questions du moment. Pour l'histoire du Covid, c'est notre référent a toujours été le professeur Molina. Je veux le remercier parce que il répond à titre personnel à chaque patient. Vous voyez, chaque fois que j'envoie quelqu'un, il le suit via WhatsApp, etc., pour s'enquérir de sa santé, de l'évolution. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et comme vous, monsieur le grand rabbin, chaque fois qu'on a une question personnelle et une question d'éthique médicale, comme sur une fin de vie, sur des problèmes halachiques extrêmement pointus et compliqués, vous répondez toujours présent, disponible, et vous avez le courage d'assumer vos responsabilités. Ce n'est pas évident de donner une réponse à la fois halachique, mais aussi médicale concernant le professeur Molina. René Char disait que le réel, quelquefois, désaltère l'espérance. C'est pourquoi, contre toute attente, l'espérance survit. Alors, les vaccins, on peut le dire aujourd'hui, c'est le réel qui nous donne l'espoir de vaincre l'épidémie. Et pour conclure sur une parole de Victor Hugo, eh bien, et dans l'homme, jamais l'espérance n'est vaine. Voilà, mes chers amis. Merci, professeur Molina. Merci, monsieur le grand rabbin Guggenheim. Merci à vous toutes et à vous tous. Je voulais dire un petit mot à tous les aumôniers des hôpitaux qui nous suivent en direct, qui font un travail exceptionnel, vraiment exceptionnel sur le terrain. Qui sont là pour soutenir, pour écouter, pour accompagner l'ensemble des patients et des familles. Ils ont été extrêmement sollicités ces derniers temps, et ils ont fait un véritable Kiddush Hashem, la sanctification du nom de Dieu. C'est, vous savez, dire la République française, les valeurs de la République, les valeurs, ça peut rester dans le stade du discours. Mais lorsque on vit l'amour de la France, l'amour de la République, et on répand la lumière du judaïsme, non pas dans une volonté prosélyte, mais en tendant la main à l'autre, en acceptant l'autre, même s'il n'est pas de confession israélite, mais être là, et l'accompagner, l'aider à surmonter sa maladie, sa souffrance, sa solitude, eh bien, c'est le judaïsme de l'action, un judaïsme ouvert, tolérant, souriant, et qui diffuse des valeurs d'humanité. Merci à vous tous. Merci aux différents présidents de communautés de province et de Paris qui nous ont suivis. Merci aux rabbins français qui nous accompagnent, et à l'ensemble des auditeurs et auditrices. Peut-être monsieur le grand rabbin de Paris, s'il peut nous faire une petite bracha, Oui. une bénédiction pour l'ensemble de la communauté. Ah oui, ce serait bien. Voilà, c'est ça, le coup de la fin. Alors, qu'Akadosh Baruch Hu prenne en considération tous les efforts que la communauté fait, que la communauté continue à se mobiliser sur le plan religieux, à refréquenter les synagogues dans la mesure évidemment du respect des gestes barrières, préserver notre comportement au sein des synagogues, parce que c'est très important de montrer à Dieu que nous avons compris ici qu'il nous demandait de progresser dans la voie de la Torah, et que face aux efforts que toute la communauté fera chacun à son niveau, Akadosh Baruch Hu fasse en sorte que cette pandémie disparaisse le plus vite possible. Amen. Nous devions retrouver Amen. Amen. Normal, que tout le monde soit en bonne santé. Amen. Merci à vous beaucoup. tous. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Merci. Et je vais me vacciner. Hein. Aussi. Merci. 79 ans, j'espère se passer devant. Une bonne santé, si Dieu veut, une longue vie. Merci. Amen. À bientôt. Au revoir. Merci professeur, merci monsieur le grand rabbin. Au revoir. Sympa. Très bien. Bravo.